Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne varoise pour une nouvelle émission des dossiers. L'émission qui cherche plus à comprendre qu'à juger. Aujourd'hui, nous vous proposons de nous arrêter sur la commune de Lafarlède, donc située à l'est de Toulon, qui compte un peu moins de 9000 habitants. Pour ce faire, nous recevons Madame Ludivine Mangot, une toute jeune élue dans notre système de démocratie représentative locale. Madame Mangot a consacré une large partie de sa vie professionnelle au management dans les grandes entreprises commerciales. Puis, poursuivant son parcours, elle s'est dirigée vers le coaching et la thérapie du bien-être. En somme, on peut dire que le rapport à l'autre est une constante importante dans ce cheminement. Lors des dernières élections municipales, à Lafarlède, une seule liste s'est présentée. Et elle est menée par le maire sortant, M. Abrine. C'est une situation qui pourrait démontrer une certaine continuité et une certaine sérénité dans la conduite des affaires de cette commune. Ludivine, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de la démocratie locale et de votre engagement. Dans un premier temps, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez décidé de vous engager pour devenir une toute jeune élue, alors que j'imagine, entre vie professionnelle et familiale, votre agenda doit être relativement fourni. Effectivement. Alors bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. J'ai décidé de m'engager parce que déjà j'aime bien les challenges et j'aime bien participer à une aventure, à quelque chose de nouveau. Le maire de Lafarlède, que je connais depuis longtemps, donc l'ancien maire de Lafarlède, Raymond Abrine, a demandé à me rencontrer. Et il m'a dit, voilà, Ludivine, je te connais depuis toujours. Tu es une femme courageuse, engagée, je sais que tu as des belles valeurs et j'ai envie que tu fasses partie de mon équipe. Donc il m'a présenté son programme avec vraiment des belles choses parce qu'il y a un gros virage là sur la commune de Lafarlède qui est maintenant une grosse commune de presque 10 000 habitants avec un projet de tiers-lieu, avec une nouvelle école, tout un tas de choses. Et ça m'a donné envie. Et puis aussi, il m'a parlé de valeurs, il m'a parlé d'humain, il m'a parlé de prendre soin des gens, il m'a parlé d'écouter, de proximité. Et ça vous parle? Et ça me parle. Très bien. Donc, convaincu de participer à une aventure, donc vous êtes lancé là-dedans. Vous avez parlé d'un tiers-lieu. Alors, c'est quoi précisément un tiers-lieu? Le tiers-lieu, c'est parce qu'en fait, le patrimoine à Lafarlède, c'est très simple. On a la chapelle de la Trinité et on a aussi un moulin qui est encore en l'état, mais qui a besoin d'être restauré. Et l'idée, c'était vraiment de faire vivre ce lieu-là en faisant un tiers-lieu multigénérationnel où on allait pouvoir faire un café culturel, faire quelque chose autour de la foire bio. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Julien Guimard, qui est un Farlédois. Une personne pour laquelle j'ai beaucoup de respect, qui est très engagée et qui a porté ce projet à la commune et on l'a mis bien sûr dans notre campagne pour Lafarlède et ça tenait vraiment à cœur à Raymond de pouvoir laisser une grande place pour ce tiers-lieu et ça m'a donné envie. Julien qui a découvert la chaîne varoise avant quelques temps avant vous. C'est vrai? Oui. Mais il n'y a pas de hasard. On a discuté avec Julien, effectivement, dans l'ensemble de ses projets avec son association qui fait un travail assez remarquable. Pourquoi un engagement local? Parce que la politique, ça peut se réaliser de plusieurs façons. Dans un système de parti, dans un système de conviction, dans un système citoyen, dans un système... Enfin voilà, d'ailleurs, c'est tous les enjeux aujourd'hui qui tournent autour de la politique, donc on voit bien que c'est quelque chose qui est absolument en mouvement. Pourquoi local? La proximité, c'est parce que c'est la Farlédoise de cœur qui a donné un coup de main, c'est quoi Vraiment, j'ai un attachement à mon village. Moi, j'habite sur la place du village depuis que j'ai 6 mois. Je connais les Farlédois, ils me connaissent. C'est un village dans lequel il fait bon vivre. Et je pense que quand on s'engage une première fois en politique, c'est bien de pouvoir le faire au niveau local. J'ai vraiment un attachement de cœur et envie de participer à plein de choses sur cette commune. C'est aussi des choses pour mon fils, c'est aussi des choses pour d'autres membres de ma famille. Donc voilà ce qui m'a donné envie. Oui, bien sûr. Alors, les premières semaines en tant qu'adjoint à la culture, comment ça se passe? Il faut apprendre vite, c'est un nouveau métier, il y a une nouvelle relation, il y a un esprit, il faut gérer de quelle façon, avec budget, avec... En fait, c'est là que mon expérience professionnelle elle a été intéressante parce que finalement, le management et le rôle d'élu, ça se ressemble un peu. Donc, la première phase, c'est toujours la même. C'est la même que quand on change de magasin, c'est la même que quand on récupère une nouvelle équipe. C'est une phase d'observation.
C'est une phase d'humilité parce que on arrive souvent, on sait rien, on a plein de choses à découvrir. C'est une phase où on va rencontrer des personnes. Donc moi, j'ai rencontré l'ancienne adjointe à la culture et au patrimoine, bien sûr, pour qu'elle puisse m'expliquer tout ce qu'elle avait mis en place déjà auparavant. J'ai rencontré les équipes de la médiathèque et j'ai aussi rencontré beaucoup de personnes au niveau de la mairie pour comprendre comment fonctionnait une mairie parce que ça, je l'ignorais. Bah oui, c'est normal, c'est un fonctionnement un peu atypique, avec une représentation, etc. Donc en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que donc, le management, qu'il soit pour des objectifs privés ou pour des objectifs publics, c'est l'humain qui importe plus que l'objectif lui-même en fait. Complètement. C'est toujours une question d'humain de toute façon. Et c'est toujours qui donne le tempo. C'est-à-dire que le maire ou le manager ou le PDG, c'est lui qui va dire « Ok, dans cette entreprise, on va travailler de cette façon. Dans cette entreprise, la culture d'entreprise, c'est ça là. Voilà les valeurs de l'entreprise. » C'est toujours en lien avec ça. Et finalement, chacun joue un rôle là-dedans, mais chacun apporte sa pièce à l'édifice en restant dans le respect de la vision commune de départ. C'est ça qui est essentiel. Oui, mais alors là, on tord un coup à une vieille idée reçue, l'une qui dit quand même, la fonction publique, l'intérêt public, etc., c'est confortable, le privé, c'est pas confortable, que c'est toujours des objectifs, donc le management serait potentiellement plus pertinent, etc. Donc en fait, c'est pas si simple que ça, là. Non, c'est pas si simple que ça. Et moi aussi, j'avais entendu beaucoup de choses sur la fonction publique, d'être fonctionnaire, c'est génial, on a un salaire à vie, on est enfin toutes sortes de légendes. Et j'ai rencontré des personnes qui sont vraiment des personnes engagées. J'ai rencontré des personnes qui sont rentrées en n'ayant aucun concours, en n'ayant fait aucune étude et qui ont réussi à monter les échelons jusqu'au poste d'attaché. Et vraiment, il y a un véritable engagement. Et il y a aussi un engagement qui est important, c'est un engagement aussi pour la commune. Parce qu'on croise les habitants, c'est pas pareil que des clients quand même. Oui. Donc il y a cet engagement aussi de faire des choses bien pour la commune. Il y a les faire les doigts que les agents vont pouvoir croiser en disant « Oh merci, le stade c'est super, mon fils il est content de jouer là ». Il y a cette fierté en fait d'appartenance. Oui, conduire des projets effectivement qui sont à la faveur de la population et donc c'est vrai que ça peut... Et à taille, c'est humain en fait. Ouais. C'est vraiment à taille, c'est accessible et puis... Vraiment, non. Les agents, c'est des personnes qui sont engagées. C'est des personnes qui viennent travailler. Hein. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes. Et même si on peut parler, comme on dit, de pistons, bien sûr. Mais on peut très bien avoir un cousin, un frère ou un ami dont on va donner le CV. Ça se fait aussi dans le privé. Et qui va être quelqu'un de compétent, quelqu'un d'engagé et qui va faire très, très bien son travail. Donc c'est un peu des légendes. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est bien d'en parler parce que on véhicule tellement de vieilles lunes sur... une fonction publique comme ça, un peu apathique, confortable. C'est pas que ça n'existe pas d'ailleurs, hein. Il doit y avoir des niches, mais en tout cas, ça semble pas être aussi simple que la réalité qui est décrite. C'est vrai, je veux juste rajouter quelque chose. Il y a aussi une difficulté parce que l'agent, il va avoir du coup son directeur de service, il va avoir aussi un élu qui va donner la vision. Donc il se retrouve un peu au milieu de tout ça avec une partie politique et une partie managériale et c'est pas facile en fait. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc ça veut dire que parfois c'est plus compliqué que dans le privé. Ou dans le privé, moi j'ai déjà eu le cas où j'avais mon directeur de magasin qui me donnait la partie managériale du terrain et mon directeur fonctionnel sur ma fonction métier au niveau de la direction générale qui me donnait aussi une vision. Et c'était plus simple que quand on a des élus qui parfois changent aussi tous les 6 ans. Donc c'est pas facile. Hein. Il y a un changement et puis il y a un enjeu politique. Alors bon, il faut que ça fonctionne, ça plaise. Donc Exactement. C'est une espèce d'équilibre à trouver. En tout cas, ce qu'on retiendra, c'est qu'à la Farled, comme partout ailleurs, il y a des gens qui sont engagés dans leur mission et c'est rassurant. Par contre, il s'est passé quelque chose à la Farled, puisque les élections, c'était pas bien loin, c'était un premier tour au mois de mars. Et aujourd'hui, la situation de la démocratie locale, donc, elle a changé, puisque le maire élu, donc M. Abrine, a démissionné de son mandat pour des raisons de santé. Alors, comment les choses se sont organisées après pour la succession ? Comment ça s'est passé ? Alors, honnêtement, je vais avoir du mal à répondre à cette question. Parce que, en toute honnêteté, moi, j'ai pas du tout participé à tout ce qui s'est passé après. J'ai été un peu mis devant le fait accompli. Donc, il n'y a pas eu de réunion, il n'y a pas eu de communication. Moi, j'ai appris qu'elle allait avoir une nouvelle équipe d'adjoints le soir de l'élection, quand on a revoté, en fait. Donc... j'ai pas d'informations à donner.
Autant avant, on avait des réunions, on pouvait communiquer. Il y avait, Raymond Abrine, c'est un maire où sa porte était toujours ouverte, on pouvait venir discuter avec lui. Et là, il y a eu vraiment rien. Donc d'accord, il n'y a pas eu une consultation. Alors, par contre, donc, la règle a été respectée, c'est-à-dire que quand le maire démissionne, donc il est d'usage un nouveau maire soit élu dans le collège, et grosso modo, c'est ce qui s'est passé. Bon, apparemment sans suffisamment de concertation, mais ça s'est passé. En tout cas, la règle a été respectée. Par contre, même si la règle a été respectée, est-ce qu'on considère que c'est une règle qui peut évoluer ou pas ? Alors, même si la règle a été respectée, c'est vrai, je pense que pour les Farlédois, il y a eu moins de respect. Pour moi, je pense que les Farlédois, ils peuvent choisir leur maire. Je pense que c'est ça aussi la démocratie, qu'ils puissent avoir le maire pour lequel ils ont voté au départ. Donc sur cette partie-là, on peut s'interroger de est-ce que ce choix aurait été le choix des Farlédois ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Ouais. Mais c'est la loi. D'accord. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que ça pose une question de fond en fait. Donc est-ce que cette règle peut être modulable dans l'avenir ? Est-ce qu'il serait peut-être opportun de redéfinir un certain nombre de choses ? Parce que effectivement, l'électeur a priori, c'est la règle de l'élection doit s'appliquer, et en la circonstance, c'est une question qu'on peut se poser. C'est d'ailleurs ce que vous êtes exprimé en ce sens, d'ailleurs, sur cette question publiquement, je crois. Tout à fait. Parce qu'il y a 2 autres adjoints qui ont aussi eu la même opinion que moi sur ce sujet. Ils ont pensé que c'était plus juste, que c'est une question d'éthique, et puis c'est une question de respect des valeurs républicaines. Nous, on a été choisis finalement par les Farlédois, et je pense qu'on a un devoir de loyauté vis-à-vis d'eux et de leur laisser le choix. J'ai croisé d'ailleurs pas mal de Farlédois, il y en a même qui ne savent même pas qu'ils ont changé de maire, parce que qui sont peut-être pas d'intérêt sur cette partie politique. Ça amène vraiment à se poser des questions en fait. Non, c'est vrai. Alors c'est d'autant plus vrai que j'ai remarqué que lorsque j'ai observé les résultats du mois de mars, que malgré le consensus qui semblait se dégager autour d'une liste unique, parce que en fait on peut supposer qu'une liste unique ça permette justement de pérenniser une action d'une équipe hors les partis, dans une continuité. Ça peut être cette image-là. Et puis finalement, en regardant d'un peu plus près les résultats, en fait, la première liste avait été élue seulement par 21,22% de Farlédois. C'est-à-dire que, évidemment, si on prend l'ensemble des exprimés, c'est plus, des votes exprimés, ça fait peu quand même de Farlédois. L'abstention est absolument gigantesque. Qu'est-ce qu'on peut en retenir ? 74,26% d'abstention précisément. Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Est-ce qu'il ne serait pas temps de voir différemment cette abstention, c'est-à-dire de la gérer, de chercher à comprendre, parce que pour le moment l'abstentionniste il est juste c'est un mauvais citoyen, il est stigmatisé, il se déplace pas, etc. Mais sur 20-30% on peut comprendre, mais sur 74% quand même, 74% de mauvais citoyens à la Farled, bigre. Ça paraît énorme. Non, mais vous avez tout à fait raison. C'est un taux d'abstention qui est historiquement, qui n'a jamais eu lieu jusqu'à présent. C'est énorme. Alors, oui, on s'interroge. Est-ce que les Farlédois se sont dit, ça continue avec ce qu'il y avait avant, et puis c'est très bien, et puis je ne vais pas me déplacer ? Ou est-ce que le fait de ne pas avoir d'opposition a aussi joué un rôle ? Où les personnes se sont dit, de toute façon, ça ne sert à rien que j'y aille, parce que finalement, il n'y a qu'une liste. Parce que ça, c'est quand même important de dire que parfois, de dire que quand on vote pour un maire, par exemple. On ne vote pas pour la personne, on ne vote pas pour l'humain, on va voter pour le maire. Donc on peut se dire, pendant 2 mandats, il s'est passé des choses super, et puis là, j'aimerais bien essayer quelque chose de nouveau. Je sais qu'il y a des communes à côté de la nôtre où il y a un nouveau maire qui vient d'arriver, et les habitants sont contents parce qu'ils se disent c'est du renouveau. Et sur ça, je voudrais faire aussi un parallèle sur le management. Oui. Je sais que moi, dans l'entreprise où je travaillais, les cadres de direction changeaient tous les 4, 5 ans, 6 ans maximum.
Parce qu'à un moment donné, nous, on a donné tout ce qu'on avait à donner à l'équipe. L'équipe, elle a aussi transmis tout ce qu'elle avait à transmettre. Elle a pris tout ce qu'elle avait à apprendre et il est temps justement de changer. Et je pense que des fois, le changement, ça fait du bien. Sur le plan managérial. Donc alors là, on apprend une deuxième chose intéressante, c'est que en fait, l'opposition, c'est nécessaire. Enfin, ça peut avoir une nécessité, enfin, potentielle nécessité de par l'émulation, une position constructive, etc. Ça peut avoir... Donc effectivement, c'est un facteur sur lequel on s'appuie peu, mais pourquoi pas, c'est une question qui reste ouverte en tout cas. Complètement. Donc 79% de Farledois qui n'ont pas voté pour cette liste. Et effectivement, pour le coup, la première hypothèse de retourner, donc en cas de démission du maire, vers un nouveau scrutin, bon, ça peut potentiellement être une question intéressante, enfin, en tout cas, à étudier. Oui. Comment, vous, en tant qu'élu, maintenant, par rapport à l'abstention, est-ce que vous allez réfléchir à comment faire mieux, c'est-à-dire... Parce que, en fait, soyons clairs, il y a quand même beaucoup d'élus, l'abstention, ça les intéresse modérément. C'est-à-dire que, en fait... Ça les arrange même peut-être des fois. Oui, quasiment. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on les stigmatise, les abstentionnistes, et puis on se dit, voilà. Sauf que quand même... 80% de Farledois qui n'ont pas voté pour une liste, ça fait quand même beaucoup de monde. Et l'engagement citoyen au niveau d'une commune, ça permet aussi une stabilité de la commune dans beaucoup de domaines, que ce soit le domaine économique, le domaine de la sécurité, etc. Donc, est-ce que ça peut être une réflexion qui doit être menée par rapport aux élus, selon vous ? Alors, moi, je pense déjà que sur l'opposition, il n'y a pas eu d'opposition parce que le maire Raymond Abrine était très apprécié et les personnes qui auraient pu faire une liste d'opposition ont dit, si Raymond se représente, il y a eu un moment où on ne savait pas s'il allait repartir ou pas parce qu'il a quand même fait de belles années. Ouais. Il était aussi médecin avant, c'est quelqu'un qui s'est engagé toute sa vie. Ouais. Ça, c'est vraiment... il était temps aussi peut-être pour lui de prendre une retraite à un moment donné et de pouvoir se reposer. Et pendant cette période-là, il y a des personnes qui avaient pensé faire une opposition. Comme c'est lui qui s'est présenté, ça ne s'est pas fait. Donc il est certain que dans 5 ans, il y aura une opposition qui va être présentée. Et le fait de ne pas avoir d'opposition, c'est aussi problématique parce qu'on n'a pas de réunion de préparation des conseils. Ouais. On n'a plus en fait ce garde-fou qui permet de nous obliger à travailler ensemble. Parce que finalement, même si l'équipe ne s'entend pas, imaginons, puisqu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a aucun problème en lien avec ça. Ouais. Et ça fait, l'opposition fait garde-fou. Et moi, je pense aussi que c'est toujours bien d'avoir des personnes qui ne pensent pas de la même façon que nous. C'est toujours enrichissant d'avoir des personnes, même des fois, qui sont contre ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est la manager qui pense ça. Mais complètement. Mais parce que ces personnes-là, il y en a qui vont les craindre et dire « je vais les enlever, je vais les chasser ». Mais finalement, ces personnes, c'est celles qui vont faire le plus grandir. C'est celles qui vont obliger à faire preuve d'humilité, à se remettre en question. C'est les personnes qui vont obliger à dire « bon, là, j'ai fait une erreur. Effectivement, comment est-ce que je vais faire les choses d'une meilleure façon ?» C'est un peu le parallèle avec les syndicats qu'on peut retrouver aussi dans le monde de l'entreprise, où ils sont très intéressants parce qu'ils ont une approche où ils vont avoir un engagement pour l'humain et ils vont obliger la partie managériale à s'interroger. Oui. Exactement. Et ça, c'est essentiel. C'est pareil un peu avec l'opposition. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement... alors, bon, ça, c'est pas une vision pour le moment très très large dans le monde politique. C'est vrai. Parce qu'effectivement, une opposition, c'est quelqu'un qui va déranger. Alors qu'en fait, il faudrait voir une opposition par rapport à quelqu'un qui peut amener. Bon, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, ce soit quand même une idée très répandue, mais en tout cas, à la Chède-Varoise, on l'évoque, parce que c'est quelque chose qui peut être pertinent à un moment ou à un autre, parce qu'encore une fois, 80% de citoyens qui ne sont pas représentés, finalement, soit parce qu'ils ne se sont pas exprimés, soit parce qu'ils ont voté blanc, soit parce qu'ils ont voté nul, soit parce qu'ils ont voté parfois pour une opposition, là c'est pas le cas. Donc c'est quand même une interrogation, parce que, alors, on peut dire que c'est parce qu'ils pensent que leur ville est magnifiquement gérée. Peut-être. mais en tout cas, ils pourraient amener... Et par rapport à ça, justement, vous savez qu'il y a beaucoup d'endroits, alors notamment par exemple le nouveau maire du Bossé,
la chaîne Varrois, nous a expliqué que c'était un problème pour lui l'abstention et que par conséquent il allait un peu rerouter ça, et en plus il veut travailler durant tout son mandat par rapport au nouveau concept de démocratie participative, hein, c'est-à-dire comment on s'y prend. Est-ce que le citoyen, on vient le chercher une fois tous les 6 ans pour qu'il se déplace au bureau de vote, et puis après on fait sans lui, ou est-ce qu'on peut mieux faire, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait induire en matière de démocratie participative ? Je pense déjà qu'on pourrait faire des réunions d'information, parce que dans les réunions d'information qui sont faites pour le moment, il y a très peu de personnes qui se déplacent. Quand on présente un programme électoral, ça m'a vraiment étonnée, parce que je fais encore un parallèle avec le management, mais quand on s'engage, on a, à un moment, on va mesurer nos résultats. Alors qu'en politique, quand on poste son programme, même si on ne réalise pas une partie du programme, même s'il y a des choses qui ne sont pas faites, finalement, la population est très peu informée là-dessus, comme si ce qu'on ne fait pas, il ne faut pas le montrer, en fait. Il y a un peu cette part un peu de peur. Alors, ça me ramène à la vallée du Capot en transition. Effectivement, comment comprendre que quand on fait une réunion publique pour expliquer un projet, etc. Souvent, on entend dire de la part des élus, non, la population s'en fout, on fait des réunions publiques, ils ne sont pas très présents, enfin, voilà. Et donc, est-ce que véritablement c'est un désintérêt ? Et quand on voit la vallée du Capot en transition, donc c'est quelque chose qui, donc sur un projet écologique, de renouveau, etc. Enfin voilà. Et là, lui, manifestement, il a eu aucune difficulté. C'est même assez surprenant d'ailleurs. Il a aucune difficulté à mobiliser. Même s'il faut beaucoup d'énergie, il faut développer beaucoup d'énergie, etc. Et c'est curieux cette dichotomie quand même entre la population, d'un côté elle s'en fout, de l'autre côté elle s'investit. Est-ce qu'il n'y aurait pas des modus operandi un peu à faire différemment ? Parce que les réunions publiques c'est bien, mais aujourd'hui on a des moyens modernes, on pourrait consulter de manière très différente, ou accepter les questions. Quand on fait une réunion publique, ce qui est bien aussi, c'est d'accepter les questionnements. Si on arrive avec un projet ficelé, évidemment, c'est moins intéressant, etc. Mais je pense que le problème, c'est pas la réunion, le problème, c'est de parler vrai. Le problème, c'est que justement, quand on met des personnes qui viennent un peu d'un univers différent, nous, sur la liste, on était 3 à venir du monde de l'entreprise. On est les 3 adjoints, on ne fait plus partie de la liste des adjoints. Les 2 autres personnes partagent la même vision que moi sur le fait de se remettre en question, le fait de pouvoir parler vrai, le fait de pouvoir voir les gens pour se rendre accessibles, enfin tout ce qui manque peut-être par moment en politique, où je pense qu'il est temps de changer les choses, parce que on voit au niveau national, il y a une grande perte de confiance au niveau de la politique. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, on a l'impression que pour être un homme politique et pour évoluer, il faut avoir fait une grande école, alors que l'intelligence, c'est pas ça. Alors justement, ça c'est le problème. C'est pour ça que j'aime bien, enfin on aime bien ici, cette émission, parler de démocratie locale, parce que c'est quoi la politique ? Comment on s'y prend ? Est-ce que la politique, alors justement, parce que c'est un métier, parce que là c'est un marqueur fort que vous nous indiquez, c'est-à-dire qu'il y a 3 élus, du monde de l'entreprise qui disparaissent d'un seul coup, au gré d'une démission. C'est quand même un marqueur fort. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe entre peut-être une ancienne conception, peut-être une nouvelle conception de la vie politique. Et d'ailleurs, à ce propos, par rapport dans les démocraties anciennes, il y avait un système de tirage au sort. Un système, alors c'était plus facile, c'était des agoras qui se réunissaient dans un amphithéâtre, etc. Bon, voilà. Il y avait évidemment moins de citoyens, moins de population, donc ils discutaient les problèmes tous ensemble, donc c'était plus facile, certes. Mais il y avait un système de tirage au sort qui s'était mis en place, donc pour tirer des gens qui potentiellement seraient, on leur demandait pas, enfin plus ou moins leur avis, on disait tiens, toi tu vas gérer la cité aujourd'hui, demain pendant un certain temps, etc. Aujourd'hui, sur ce système de tirage au sort, est-ce qu'on pourrait pas de cette idée ancienne, moderniser les choses. Bon, là, si on reprend le résultat stricto sensu, 80% des Farlédois ne sont pas représentés dans ce conseil municipal, que ce soit l'ancien ou le nouveau. Est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas, faire des projets, d'abord à l'échelon local, après peut-être à l'échelon national, pour faire en sorte que il y ait des listes de citoyens préétablies, donc sur évidemment des considérations de moralité, enfin tout sera, qui seraient potentiellement volontaires,
potentiellement volontaires. Si on leur demande, ils n'ont pas envie forcément de se présenter à une élection parce que c'est autre chose, hein, c'est une espèce de voilà. Mais eux, ils seraient volontaires et en attente qu'on vienne les chercher s'il y a besoin. Parce que là, dans cette configuration, ce serait 80% en fait de faire les doigts tirés au sort. Et donc ça changerait manifestement la nature. Donc ça serait un mix entre le volontariat et le tirage au sort. Est-ce que c'est une utopie totale, je délire totalement, ou est-ce que ça pourrait un jour Alors moi, je pense que c'est la phrase qui dit là, qu'il ne faut pas déranger ceux qui sont en train de penser que tout est possible pendant... moi, j'adore cette idée. Moi, je serais favorable à ce qu'on ait une démocratie qui soit différente. Je serais favorable à ce que des personnes qui ont des valeurs de respect, qui ont des valeurs de confiance, qui ont des valeurs humaines, de prendre soin, de bienveillance, tous ces gens-là qui peut-être n'ont pas fait d'études supérieures, mais finalement... Les études, c'est pas l'intelligence. Et puis les valeurs, ça s'apprend pas à l'école. C'est des choses qu'on va transmettre, c'est des choses qu'on a apprises, c'est des choses... Enfin, c'est en lien avec le cœur et c'est important, cette partie-là. Et les anciens, ils avaient souvent raison parce qu'ils avaient des solutions qui étaient simples et justes. Donc moi, je suis pour, en fait. La simplicité, c'est la clé. On se complique les choses pour rien. Il faut rendre les choses accessibles, simples. C'est ça, la vraie proximité. Parce que quand on dit, finalement, tout le monde peut être élu, il suffit d'être sur une liste... Mais on se rend compte, parce qu'il faut dire un peu les choses à un moment donné, que c'est très souvent un peu du copinage, un peu un tel qui connaît un tel qui connaît un tel. Et c'est un peu dommage, parce qu'il y a des personnes qui ne pourront jamais intégrer, alors qu'elles ont des choses très intéressantes à dire. Alors ça, c'est super important, parce que c'est un autre problème qui est évoqué toujours, de manière... toujours un peu unidirectionnelle, c'est la politique, c'est un métier. Il y a beaucoup d'élus, pas forcément au plan local, hein, mais dès qu'on prend au départemental, à la région, beaucoup d'élus disent non mais d'abord c'est un investissement au sens pour mes citoyens et vraiment il faut un certain nombre de compétences. C'est pour ça que je suis souvent élu, c'est pour ça que je me représente souvent. Oui. Je me représente souvent et des fois pas pour autre chose. Non, oui. Et des fois très longtemps, hein, parce qu'il y a des mandats qui ont duré très longtemps, on n'en citera pas. Mais c'est une vraie question parce que du coup ça complexe un peu, ça donne des complexes à la population parce que le potentiel candidat c'est d'abord un citoyen et il peut se dire ouais non mais si c'est un métier moi je suis pas qualifié pour je sais faire ça mais pas ça, etc. Bon, est-ce que ça aussi c'est pas quelque chose d'organisé malheureusement et que c'est contre-productif pour la démocratie en fait? Il faudrait que tout le monde, que beaucoup se sentent capables, à condition qu'ils aient envie d'apporter à l'autre de... Oui. Mais sur ça, c'est toujours pareil, c'est pourquoi on fait les choses. Donc la question, c'est juste que du coup, je m'étais enflammé, mais j'ai oublié la question. La question, c'est un métier ou c'est pas un métier là? Moi, je pense que c'est un engagement. Je ne pense pas que ça soit un métier. Il n'y a pas de fiche de poste, en fait. Bien sûr qu'il y a une rémunération, il y a comme un salaire qui est donné, mais finalement, c'est une indemnité. Parce que si on fait que ça, il faut bien vivre. On est dans une société d'échange d'argent. On est obligé de payer un loyer, de payer notre nourriture. Mais c'est un engagement. Et à partir du moment où on se dit pourquoi je fais les choses parce que j'ai envie de faire du bien, je fais de la politique parce que j'ai envie de prendre soin des gens. Parce que la politique, c'est un peu un gros mot, c'est devenu un peu un gros mot maintenant, mais la politique, c'est prendre soin des gens. C'est essayer de faire le mieux pour satisfaire les Français, pour satisfaire dans chaque département les Varois, pour satisfaire les Farlédois et les Farlédoises. C'est ça, en fait, la politique. Et c'est avoir le rêve aussi de changer les choses et d'apporter du positif. Et j'ai l'impression que les gens qui ont ce rêve-là et qui veulent apporter du positif, on va un peu à des moments les écarter. Et là-dessus... la question que vous me posez, ça me fait vraiment penser aussi au management, où on se dit qu'est-ce qui se passe à un moment donné avec certaines personnes quand elles grimpent des échelons, quand elles prennent du pouvoir, quand elles ont des salaires beaucoup plus gros, qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là en fait? Est-ce que ces personnes ont toujours la première motivation de départ, d'aider, de faire du bien, de manager parce qu'elles ont envie d'animer, elles ont envie de prendre soin des gens, elles ont envie de les faire grandir, ou est-ce qu'ils ont simplement envie de nourrir la gloire, l'ego, tout ce que... C'est une question qui peut se poser, hein. Alors, est-ce que les personnes sont transformées? Est-ce qu'elles étaient déjà comme ça? Voilà, la question se pose. Alors, l'ego est un peu porteur. C'est le surplus d'ego qui pose problème. Un peu, c'est très bien. Oui. Mais trop, à un moment donné, on perd un peu la vision de Sûrement. Qu'est-ce qui est bien pour les gens et pourquoi je suis à ce poste-là et quelle est ma mission et qu'est-ce que je veux transmettre, qu'est-ce que je veux qu'on garde de moi finalement. Oui. Parce que ça, cette question-là, elle est importante et elle marche pour tout et même pour la politique. Oui. De dire demain, si je meurs, qu'est-ce que je voudrais qu'il y ait écrit?
Personne n'a envie qu'il y ait écrit j'avais une grosse montre, une énorme voiture et 5 maisons. Non. On va parler de soi. Je voudrais qu'il y ait écrit c'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un qui aimait les gens. Mais il y a des personnes en politique, et il y en a heureusement, qui sont capables de faire vraiment des belles choses, qui ont un engagement. Et des gens parfois qui n'ont pas fait d'études, qui sont autodidactes. Il y en a un qui sont partis de rien finalement, et qui simplement avec l'envie de faire des bonnes choses, de prendre finalement, de grimper les échelons pour avoir plus de compétences pour pouvoir aider les autres, ont réussi maintenant à être député, sénateur, je ne sais quoi. Donc Alors, il y en a plein. Oui, vous connaissez le point commun vraisemblablement donc, entre M. Balkany, M. Cahuzac, M. Sarkozy, M. Nicolas Bazir, M. Carignon il y a assez longtemps. Donc aujourd'hui quand même, on sent que les choses évoluent. Alors, il y a deux façons de voir. Soit on se dit, mais mon Dieu, pourquoi toutes ces affaires aujourd'hui Enfin, vraiment, tout va à volo, c'est la catastrophe, etc. Ou alors, on peut se réjouir que, du coup, les services de justice mènent des enquêtes, font des investigations, traduisent, etc. C'est le signe d'une démocratie un peu abîmée ou c'est le signe d'un renouveau, toutes ces affaires ? Alors, ça me questionne beaucoup. Est-ce qu'avant, c'était déjà le cas et rien n'était mis en lumière ? Ça peut être une première question. Est-ce que vraiment, on a le souhait que ça change ? Mais si ça change, qu'est-ce qu'on fait différemment pour que ça change vraiment ? En quoi on choisit différemment les personnes ? Comment est-ce que nous, les Français, on a l'impression d'avoir choisi notre président de la République ? Et même si on vote, la plupart des gens disent « j'ai pas choisi ». Donc oui, ça interroge. Donc je pense que dans cette espèce de système qu'on a mis en place, il y a des choses qu'il va falloir changer. Mais pour les changer, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse monter de la base jusqu'en haut, traverser tout ce périple avec son cœur et ses bonnes intentions pour changer les choses. Peut-être qu'une femme présidente de la République, j'ai lu dans vos pensées, c'est une déformation professionnelle, pourrait changer les choses. Je vais fermer les yeux. Oui, voilà. Est-ce que la femme en politique, elle a un bel avenir ? Alors je pense que les femmes, les femmes, c'est pas des hommes déjà. Il faut arrêter qu'on se compare aux hommes parce que sinon ça fonctionne pas. On peut être égaux et différents. Oui. On est différentes. On a une approche qui est plus intuitive et c'est vrai, ça a été prouvé scientifiquement, ça a été prouvé de plein de façons différentes. On a une approche qui est aussi parfois plus humaine. Parce qu'on porte les enfants, on les met au monde. Enfin, ça change aussi des choses dans qui on est. Et je pense qu'une femme, elle pourrait peut-être avoir une approche différente. Et on n'a pas aussi cette partie un peu masculine, et pardon pour les messieurs, de cette espèce de concurrence, de course à l'ego. C'est pas toutes les femmes, c'est pas tous les hommes. Je veux pas généraliser, mais on a une approche qui est différente. C'est vrai. On a bien avancé. Divine, je savais que fallait jouer la montre. Je vais vous poser la question qui pique. Montesquieu, il a élaboré la théorie des trois pouvoirs, comme chacun sait, qui doivent constituer le socle de toute démocratie. Il y a le pouvoir exécutif, qui doit décider, en passant par le pouvoir, se soumettre au pouvoir législatif, c'est celui qui vote les lois. Et un troisième pouvoir qui s'appelle le pouvoir judiciaire, qui permet de ne pas faire dériver les systèmes en dehors des principes républicains. Il semble que le pouvoir politique soit empreint d'une grande violence. On a quelques histoires, pas toutes. On a quelques histoires sur la violence en politique. Par ailleurs, il semble que le pouvoir judiciaire n'accepte plus les dérives contraires aux valeurs républicaines. Avez-vous peur d'intégrer un système du passé qui cherche à perdurer ? Ou êtes-vous là pour changer positivement ce système, ce qui risque de s'apparenter aux travaux d'Hercule ? Bon, alors moi, les travaux d'Hercule, ça me fait pas peur, parce que quand on s'engage, on a des rêves, on a envie de retrousser ses manches et d'avancer, et de faire des choses différemment. Moi, je pense qu'on en revient toujours à l'humain. On en revient toujours à ce que beaucoup d'entreprises sont en train de changer actuellement, c'est le fait de travailler en silo, c'est-à-dire d'être dans des espèces de cases comme ça, où c'est hermétique, et que quand parfois on a des interactions, elles se font pas de façon positive. Et sur ça, je dirais qu'on peut prendre les meilleures personnes avec les meilleures compétences. Si elles vont chacune de leur côté ou qu'elles n'ont pas une vision unique et la même,
une vision positive, une vision pour faire du bien. De toute façon, on tire tout. L'humain, à la base, il est fait pour faire des bonnes choses. Après, je ne sais pas ce qui se passe pour certaines personnes, mais à la base, normalement, il naît comme ça. Les enfants naissent, ils sont contents, ils sont joyeux. Oui. Donc en fait, si on prend des personnes qui ne vont pas dans la même direction, eh bien, en fait, le projet ne va jamais avancer. Eh bien, c'est exactement pareil que ce qui se passe avec Montesquieu, avec tout ce qu'il a décidé. De toute façon, s'il a décidé ça, c'est parce qu'on a dit on ne peut pas laisser le pouvoir entre les mains d'une seule personne, ça serait trop dangereux. Et finalement, on se rend compte que même en divisant et avec ce qu'on a mis en place, on a encore du danger. Donc on a encore des choses à faire. Donc moi, bien sûr, je veux participer à quelque chose de différent pour apporter du changement. Et oui, c'est essentiel, le changement. Cette émission est terminée. Je vous remercie encore d'avoir répondu à notre invitation et à notre questionnement. Je vous souhaite le meilleur pour la suite de votre mandat. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans le futur. C'était Ludivine et la démocratie apaisée. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux de la chaîne varoise. Et à bientôt pour une prochaine émission.